Nous reprenons donc notre après-midi avec une séquence sur le thème « Territoire de santé et déserts médicaux ». Cette question est au cœur des préoccupations de la population et de nombreux élus. Car si l'accessibilité financière aux soins n'a jamais été mieux assurée en France, comme les chiffres récents de l'adresse viennent de le montrer, on a toujours ce souci de l'accès physique aux soins. Et ce problème, il n'est pas un problème que français, il est un problème que l'on dit également mondial. Pour en parler, nous avons donc Francesca Colombo, qui est chef de la division santé à l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Merci beaucoup d'être présente parmi nous. Et Thomas Fatome, le directeur général de la CNAM et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Vous pouvez scanner le QR code à cet effet et nous vous proposons aussi, pour prendre votre température, de nous dire en un mot, en utilisant la même voie de communication, comment vous qualifiez la situation de l'accès aux soins sur votre territoire et on projettera le nuage de mots que cela formera à nos deux intervenants. Je me tourne tout d'abord vers Francesca Colombo. Vous avez à l'OCDE une vision très large et panoramique des problèmes de santé et de l'organisation des systèmes de santé des États membres de l'OCDE. Ça fait partie de votre rôle et de votre mission. Alors, à partir de ce que vous voyez, de ce que vous savez au niveau de l'OCDE, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur la situation de la zone, de ces pays membres, qui permettent à la fois de mesurer les difficultés qui sont rencontrées par les différents pays et peut-être aussi de situer la France par rapport effectivement à d'autres pays membres de l'OCDE. Et peut-être aussi, puisque vous avez un rôle d'observatoire, de diffusion de bonnes pratiques le cas échéant, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises dans certains pays pour assurer une meilleure ressource médicale, un meilleur accès aux soins qui vous semble particulièrement intéressante à signaler et dont on pourrait s'inspirer? Merci beaucoup. Merci tout d'abord pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui et de parler de ces sujets. J'ai un petit support des diapositives que j'aimerais vous montrer. Tout d'abord, bien sûr, la question des territoires et des déserts médicaux, ce n'est pas qu'un problème de la France, c'est un problème mondial, comme vous avez dit, c'est un problème de tous les pays de l'OCDE. C'est un problème sur lequel ça fait très longtemps qu'on regarde. On n'a pas encore trouvé vraiment la situation, si on veut, ou la meilleure solution pour faire face à ce problème. Je voulais commencer par vous montrer quelques données situant un tout petit peu la situation de la France par rapport à des autres pays de l'OCDE. Celles-là sont deux graphiques qui ne sont pas strictement comparables. Donc, il ne faut pas regarder le graphique relatif à 2009 et le graphique relatif à 2021 en cherchant de regarder comment la France fait mieux ou fait pire. La définition de ce qui était la densité des médecins dans les zones rurales et dans les zones urbaines, qui s'est montré dans ces deux graphiques, n'est pas tout à fait homogène sur les deux périodes. Mais ce que se montre ces graphiques, c'est qu'en fait, le problème a été là déjà dans la première édition qu'on avait de cette publication statistique qu'on a, le panorama de la santé, et qui existe toujours. Donc voilà, c'est un problème qui n'est pas que pour la France, c'est un problème pour les autres pays. La définition de ce que c'est un désert médical varie énormément d'un pays à l'autre, mais on constate dans tous les pays que bien sûr, il y a plus de médecins dans les zones qui sont urbaines par rapport à les zones qui sont rurales. C'est là, peut-être, c'est pas une surprise. Aussi, à noter, si on regarde ici par rapport à ce que montre de la France, on peut aussi constater que les zones qui sont avec une densité plus basse des médecins en France ont quand même une densité des médecins qui est à peu près comparable à les zones mieux dotées du Canada. Donc, en fait, il y a toujours, bien sûr, un aspect relatif quand on parle des déserts médicaux. Mais je crois que parler des déserts médicaux, il faut tenir en compte pas que la distribution sur les territoires. Tout d'abord, on peut aussi se demander est-ce qu'on a suffisamment de médecins? Donc, est-ce qu'on a une offre sur le territorial pour le pays en général qui est suffisant? Et sur là, je voulais vous montrer un graphique qui montre le nombre de médecins par habitant. C'est là la France, j'ai mis en petit flèche. Il y a vers la gauche la moyenne des pays de l'OCDE et après tout beaucoup des autres pays. Elle montre sur 2 années, les 2020, avec les cercles qui sont pas remplis, les cercles qui sont vides,
Et après 2019, donc l'année plus récente qu'on a en ce moment, qui sont les cercles remplis. Ce qu'on constate, que c'est sur les dernières années, le nombre de médecins en France a augmenté, oui, mais peut-être moins rapidement de ce qu'on a vu dans les autres pays de l'OCDE. Donc, c'est un premier constat. Donc, on voit que la France, maintenant, est désormais en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, donc plus en bas. Et ces graphiques montrent tous les médecins, donc que ce soit des médecins de médecine générale ou aussi des spécialistes. Il faut garder aussi à l'esprit qu'il y a une difficulté très énorme en termes de répartition et d'attractivité aussi des médecins vers la profession des généralistes. Et donc, si dans un contexte où on n'a qu'un quart des médecins qui sont des généralistes, bien sûr, c'est plus difficile de remplir, d'avoir suffisamment des médecins dans les régions qui sont ruraux, quand on n'a aussi pas assez de médecins généralistes. Donc, je voulais juste constater qu'il y a un problème à la fois des nombres généraux, mais aussi un peu composition entre les généralistes et les spécialistes. C'est un petit peu le cas de la France, c'est ça, 50 000 sur 200 000 à peu près, 25%. Oui, il y a eu récemment beaucoup des efforts qui ont été faits en termes de remonter, par exemple, le nombre d'étudiants de médecine. Hein. Donc, il y en a eu sur les dernières années, aussi récemment, face au Covid, beaucoup d'effets. Donc, bien sûr, ça va prendre du temps pour cette offre, cet nombre d'étudiants va être traduit en termes de nombre de médecins. Mais on reste toujours avec une différence entre l'attractivité, disons, de la profession des généralistes par rapport, bien sûr, aux spécialistes. Il y a aussi une question que c'est important peut-être de regarder en termes de la demande. Donc, bien sûr, quand on parle des déserts médicaux, c'est la répartition sur le territoire, c'est l'offre, combien on a de médecins, mais c'est aussi quelle est la demande. Donc, ça, c'est un graphique un peu simple qui montre l'augmentation, donc l'évolution, disons, des nombres de médecins par habitant en France et dans les pays de l'OCDE, et rapporté à l'augmentation donc, de la part de la population âgée, donc de plus de 60 ans et de plus de 80 ans. C'est là on peut le prendre comme un indicateur en fait des demandes, parce qu'une personne, par exemple, qui est âgée de plus de 80 ans aura un double des demandes en termes de services médicaux par rapport à une personne qui est jeune. Et on constate là encore un certain entre guillemets, retard en termes de nombre de médecins en France. Cela dit, il faut un tout petit peu regarder les solutions parce qu'on pourrait dire, bon, OK, il faut former plus. Et comme j'ai dit, en fait, la France récemment a fait énormément des efforts pour augmenter le nombre d'étudiants en médecine. Mais en fait, avoir simplement plus de médecins n'est pas la solution. C'est important, mais ça ne suffit pas. Je voulais donc vous parler des 3 possibles pistes qui aussi sont un peu explorées par des autres pays de l'OCDE, qui sont d'un côté regarder un tout petit peu les rôles et les compétences, pas seulement des médecins, mais aussi des paramédicaux, donc des infirmières, des pharmaciennes, des autres professionnels de santé. Inciter les médecins à s'installer dans les régions sous-dotées et utiliser des nouveaux outils comme tels que peut être la télémédecine. Donc, si on part avec la première piste, entre guillemets, donc l'idée un peu de dire, bon, on n'a pas que des médecins, on a aussi des autres professionnels de la santé, on pourrait les utiliser pour fournir certains services, pour prendre responsabilité pour certaines tâches qui sont normalement un tout petit peu apanage des médecins. Ce qu'on a vu, un des effets, si on veut, positifs de Covid, c'est qu'il y a une accélération, effectivement, en termes de répartition des rôles et des responsabilités pour à la fois les pharmaciens, les infirmières et des autres professionnels de la santé, en des tâches de type la vaccination, le dépistage par les pharmaciens ou encore des prescriptions par pour une responsabilité plus accrue pour les prescriptions et la prise en charge de certains patients avec des maladies chroniques continues. Donc, on voit ici la France, par exemple, qui figure dans les parmi qui ont augmenté les tâches, par exemple, des pharmaciens. Mais grosso modo, on a vu une certaine accélération de ces rôles dans un contexte où le marché
du travail et de la santé ont traditionnellement été très rigides par rapport aux marchés du travail des autres secteurs. Il y a moins, entre guillemets, d'innovation, d'évolution. Donc, de ce point de vue, la Covid, effectivement, a un tout petit peu accéléré ce nouveau rôle. C'est là, néanmoins, on voit que la France reste un tout petit peu en retard par rapport à certains autres pays de l'OCDE, tels que peuvent être les États-Unis ou le Canada ou même les Pays-Bas, en termes effectivement d'utiliser les infirmières pour des pratiques un tout petit peu plus avancées. Donc, depuis 2018 en France, on a eu la création des infirmières en pratique avancée, mais le nombre dont on parle maintenant reste toujours assez limité par rapport à certains nombres que j'ai mis ici en termes absolus, mais aussi en termes relatifs dans des autres pays de l'OCDE. Cela dit, même aux États-Unis, qui est le pays où les infirmières en pratique avancée sont les plus nombreux, on voit que cela représente que 6,5% de tous les infirmières, donc des marges des progressions qui sont encore importantes qui peuvent être faites. Je parle de ça parce que même si je dis qu'effectivement, il y a moins de médecins par rapport aux autres pays de l'OCDE, quand on met ensemble le nombre total de professionnels de la santé, donc les médecins d'un côté, mais aussi les infirmières, les pharmaciens, on voit qu'en fait, l'offre de la France est supérieure à celle des pays de l'OCDE. Et donc, pour faire face à certains problèmes comme les pénuries ou la répartition inégale, utiliser d'une manière plus innovative les rôles avancés de ces professionnels est sans doute une piste qui peut être explorée plus à la France et sur lesquelles sans doute il y a des marges de progression. La deuxième piste que je voulais explorer, c'est bien sûr toute la question d'inciter les nouveaux médecins, aussi les anciens médecins, à s'installer dans des régions, dans des zones du pays qui sont sous-dotées. Je voulais mettre quelques exemples. Tout d'abord, bien sûr, c'est un problème, encore une fois, pour tous les pays de l'OCDE. Certains pays ont une géographie très difficile, hein, l'Australie, le Canada. Voilà, c'est assez difficile d'encourager des médecins d'aller s'installer dans une zone très rurale. Néanmoins, il y a des exemples d'incitation et d'un côté des bâtons et des carottes qui ont été mis en place dans des autres pays. En Allemagne, par exemple, depuis la réunification, donc il y a 30 ans, il y a des vraies restrictions pour les médecins à l'ouverture de nouveaux cabinets médicaux dans les régions où on estime que le nombre de médecins dépasse d'au moins 10% le nombre qui est jugé nécessaire. Bien sûr, très difficile de faire cette estimation de nombre qui est jugé nécessaire. Normalement, c'est sur la base de la population, de certains indicateurs des besoins. Mais néanmoins, il y a des restrictions sur l'ouverture de cabinets médicaux. Donc, cette idée de la liberté d'installation est un peu mise en cause, entre guillemets, en Allemagne. Depuis 2020 aussi, il y a un nouveau programme qui s'appelle des quotas des médecins ruraux. L'idée ici, c'est de chercher, d'inciter déjà les étudiants en médecine à penser à s'installer dans des zones qui sont moins bien servies. Et donc, une partie d'un quota de 10% à peu près de cette médecine est réservée pour des étudiants qui s'engagent déjà à s'installer pour une période assez longue, jusqu'à 10 ans, dans des zones qui sont moins bien servies ou des zones rurales. Donc déjà, en termes de l'entrée, disons, sur l'information des médecins, on cherche de corriger un tout petit peu les problèmes des déserts médicaux. Un autre exemple que je voulais vous montrer, l'exemple du Québec au Canada. Bien sûr, le Québec a une géographie assez difficile. Ici, déjà, dès 2004, il y avait des restreints à la liberté d'installer pour des nouveaux généralistes avec des systèmes d'incitation financière pour s'installer dans les régions qui étaient désignées comme étant sous-effectifs, donc avec des pénuries, mais aussi avec des sanctions financières pour les médecins qui, malgré tout, décident de s'installer dans des régions qui sont considérées comme suffisamment dotées. Donc, à la fois un système d'incitation, des carottes, mais aussi des bâtons.
Et aussi pour une communication très très forte et claire pour les nouveaux étudiants qui, après leur période d'études, ils doivent au moins pratiquer 3 ans dans des régions considérées comme sous-dotées. Ceux-là sont deux des exemples. Il y en a aussi au Mexique, dans des autres pays, surtout là où la formation des médecins est payée par les pouvoirs publics. Il peut y avoir effectivement des obligations de servir au moins pour une certaine période dans des zones considérées comme moins bien servies. Troisième piste, l'utilisation, le recours plus fort à la télémédecine. Avant le Covid, dans les pays de l'OCDE, il y avait qu'à peu près 4% de tous les services qui étaient fournis à travers la télémédecine. Avec le Covid, bien sûr, il y a eu une accélération énorme dans un certain nombre de pays. Ces graphiques montrent à la fois le nombre des services de télémédecine par habitant sur la gauche et sur la droite, la pourcentage des services total que la télémédecine représente. Donc, on voit que dans certains pays, on arrive jusqu'à plus de 30% des services, des consultations qui sont fournis à travers la télémédecine. Ce sont les petits losanges bleus, hein, c'est ça, le pourcentage. Voilà, voilà. Et la France, on voit qu'on reste un tout petit peu parmi les pays qui l'utilisent un peu moins, bien que pendant le confinement, on a des autres graphiques que je ne l'ai pas mis ici, mais qui montrent effectivement une fluctuation. Donc, dans les périodes de confinement, on a eu une très forte utilisation de la télémédecine aussi en France. La télémédecine, bien sûr, est utile. Il faut aussi évaluer un tout petit peu si ça vraiment aide à améliorer l'équité d'accès aux soins. Aussi, au contraire, ça peut aussi accroître les inégalités. Il y a des études qui montrent, par exemple, que ceux qui utilisent la télémédecine sont surtout les personnes qui vivent en fait dans des zones déjà urbaines ou qui sont plus riches, des personnes plus riches, voire les personnes plus jeunes. Donc, il faut un tout petit peu s'interroger si cet outil va vraiment réussir à réduire les problèmes des déserts médicaux. Néanmoins, dans des pays comme l'Australie, encore le Canada, ou les pays nordiques, la télémédecine avait été utilisée aussi avant le Covid comme une manière effectivement de résoudre la manque, les difficultés d'accès aux soins dans les zones rurales. Avec ça, j'ai terminé. C'est quelques pistes. On n'a pas toutes les solutions, mais voilà ce que les autres pays cherchent de faire. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être juste une question sur la télémédecine. Est-ce qu'elle est plutôt envisagée comme un outil en fait qui permet de faire franchir les distances, voilà, grâce à l'image ou à différentes technologies numériques, ou aussi comme un outil de gain de productivité du côté des professionnels de santé, de gain de temps effectivement par rapport au nombre de patients qu'on peut traiter ou voir dans une même journée? Non, c'est plutôt pour une question vraiment d'accès. On peut après faire des évaluations et voir quels sont les effets en termes de gain de productivité, mais à la base, c'est vraiment utile pour améliorer l'accès aux services. Très bien, merci beaucoup Francesca Colombo. Je pense que ça suscitera des questions et peut-être aussi des réactions ou des commentaires de la part de Thomas Fatome. Donc Thomas Fatome, vous dirigez la plus grosse caisse de sécurité sociale en France, mais peut-être une des plus grosses d'Europe, je pense, par son périmètre, et avec des missions qui vont de la gestion du risque maladie, le versement des prestations, aussi à une action sur l'offre de soins au travers notamment des négociations avec les professionnels de santé libéraux, celles concernant les médecins libéraux doit s'ouvrir bientôt, à ce que l'on sait. Et donc, est-ce que d'une certaine façon, dans votre feuille de route de directeur général de la CNAM, vous avez des objectifs, soit fixés par le ministre, soit que poursuit l'assurance maladie, qui permettent d'améliorer l'accès aux soins et de résoudre ces problèmes effectivement de ressources ou de répartition de la ressource sur le territoire? Quel levier et quelle action de l'assurance maladie sur ces sujets? Bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation et merci beaucoup à Francesca, c'était très intéressant de partager ces chiffres. Et oui, sans beaucoup de suspense, évidemment, ce sujet de
l'accès aux soins, de l'accès aux médecins traitants et de la lutte contre les déserts médicaux va faire partie des négociations conventionnelles avec les médecins qui vont s'ouvrir prochainement. Mais peut-être je repartirai un peu du constat que vous avez fait. D'abord pour redire à quel point, pour aborder ces sujets, mais comme pour beaucoup d'autres, l'importance de comprendre et d'analyser la situation en France, de comprendre ce qui se passe ailleurs, et pour essayer de construire les bonnes solutions. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne reviens pas sur le constat, vous l'avez un peu posé sur la situation française, elle est effectivement tendue. Je ne sais pas si le mot tension ressortira fortement sur l'analyse des territoires, mais on voit bien que les évolutions démographiques du pays, la baisse de la densité des généralistes et des spécialistes nous met en situation de beaucoup de tensions dans les territoires. Et quand on a dans les zones sous-denses plus d'un tiers des médecins généralistes qui ont plus de 60 ans, on mesure qu'on est dans une situation de tension. On mesure aussi, et c'est là l'importance des chiffres, qu'il faut faire sans doute la part des choses entre des évolutions, c'est vrai, qui sont le fruit des 10, 15, 20 dernières années, et peut-être des faits d'accélération des 2-3 dernières années. Pourquoi je dis ça? Le chiffre des personnes qui n'ont pas de médecin traitant en France fait beaucoup l'actualité, et c'est normal, c'est un souci important pour l'assurance maladie. Il est aujourd'hui à peu près de 11%. En 2015, il était déjà de 10%. Donc, on n'est pas complètement dans une espèce de rupture que parfois on a l'impression de vivre dans le système de santé ces derniers mois ou ces dernières années, en se disant quelque part, on a l'impression que le monde est en train de s'écrouler. Et encore une fois, il ne s'agit pas de nier les tensions, mais on est plutôt dans des évolutions malheureusement qui peuvent s'accélérer, qui parfois peuvent aboutir à des points de rupture, mais qu'il faut regarder finement. Et pour reprendre ce même chiffre-là, la réalité, c'est que dans ce chiffre de 11%, vous avez plus de 5% des gens qui n'ont jamais eu de médecin traitant. En fait, ils n'en cherchent pas. Ils n'en ont jamais eu depuis le début. Sans doute n'en ressentent-ils pas le besoin, ce qui est en soi pas forcément une bonne façon d'organiser son parcours de soins. Mais voilà, l'intérêt de bien comprendre les phénomènes. Et pourquoi je le dis aussi, c'est parce que nous avons souhaité dans notre best-seller annuel, dans le rapport annuel que l'assurance maladie produit, le rapport charges et produits, nous avons décidé de consacrer maintenant chaque année une brique du rapport à cette analyse de la situation de l'accès aux soins, de l'activité des professionnels de santé, de la démographie, pour avoir ce baromètre. On n'est pas seul à le faire, l'adresse, l'ONDPS, beaucoup d'acteurs, et bien sûr l'OCDE y contribue aussi pour donner cette vision internationale, mais l'assurance maladie fera chaque année ce point détaillé du panorama de la démographie, de l'activité, des rémunérations des professionnels de santé de ville. Avant de venir sur les leviers, Jean-Philippe, vous m'y invitiez sur les leviers qu'on va essayer de mobiliser. Peut-être revenir sur un élément ou deux éléments d'ailleurs qui montre que le système bouge et qui, moi, me rendent un peu plus optimiste pour justement construire des réponses. Ces deux éléments, c'est d'abord la dynamique de l'exercice coordonné dans notre pays et de la construction des maisons de santé pluridisciplinaires. Ce qui était, il y a 10 ou 15 ans, avant tout une action, je dirais, de pionnier ou de militant, eh bien, c'est devenu, et une nette accélération depuis 5 à 10 ans, quelque chose qui vraiment s'ancre dans les territoires. On a doublé le nombre de maisons de santé aujourd'hui qui ont signé un accord avec l'assurance maladie. On est à 1600 et on a aujourd'hui plus de 7000 médecins généralistes qui exercent dans ces maisons de santé. Donc on n'est plus du tout dans la phase militante, pionnière, on est dans la phase d'installation de ces maisons de santé pluridisciplinaires, ce qui justifie un soutien renforcé de l'assurance maladie que nous avons engagé au début de l'année 2022, avec un accord qui renforce les financements. Mais voilà, et ça répond, on le sait, à une attente des professionnels de santé, à un besoin des assurés, à une réponse qui consolide une offre de soins sur un territoire, parce que les professionnels de santé, les médecins, mais pas que, nous disent ce qu'ils veulent surtout pas, c'est exercer de façon isolée dans une zone dans laquelle ils n'ont pas de point d'appui, pas de relais. Et donc, on voit que c'est en train de se construire et que la dynamique se poursuit. Deuxième élément qui me rend aussi optimiste, c'est la dynamique là un peu plus récente sur ce qu'on appelle les communautés professionnelles territoriales de santé, les fameuses CPTS, qui sont ces
finalement ces communautés de professionnels de santé libéraux qui décident, avec le soutien de l'assurance maladie et des agences régionales de santé, de se structurer entre eux pour construire une forme de solidarité sur les territoires, une réponse à l'hôpital, au médico-social, aux collectivités locales. Et là aussi, la dynamique, elle est réelle. En 3 ans, on a signé un peu plus de 311 CPTS, si j'en crois les chiffres du début de la semaine, et on couvre déjà 40% de la population. Avec évidemment une maturité, une appropriation des enjeux encore variables. Le 311, il masque des CPTS toutes récentes et de certaines communautés qui sont beaucoup plus établies, mais et c'est le deuxième élément. Là aussi, les professionnels nous disent on ne veut pas être tout seul et on veut, enfin en tout cas on souhaite que se construisent des systèmes à l'échelle des territoires qui soient des points d'appui, des relais. Et on voit des choses se faire dans d'autres pays assez proches. Et ça me semble être la deuxième brique qui est un peu structurelle pour se dire voilà, on maille le territoire de maisons de santé. C'est pas l'unique réponse, on y reviendra. On a des CPTS également qui vont continuer à se développer. Vous savez que le ministre de la Santé et de la Prévention a fixé comme objectif qu'à la fin de l'année 2023, tout le territoire national soit couvert par des CPTS. Donc, il va falloir continuer à accélérer, comme on dit parfois. Alors, une fois qu'on s'est dit qu'il fallait continuer à affiner le diagnostic et puis essayer de se dire qu'il y a des cadres structurels qui sont, comment dirais-je, plutôt intéressants pour construire, on a essayé, et là encore, pardon de le faire de façon répétée, mais dans notre rapport chargé produit, notamment du mois de juillet, d'être assez transparent sur comment on voyait le sujet et quel levier on voulait soutenir. Et je vais notamment aborder 3 sujets qui d'ailleurs, on ne s'est pas concerté avec Francesca, mais heureusement, je dirais, font écho assez bien avec les pistes que vous avez identifiées. La première piste, le premier levier, il est assez simple, mais comme objectif, mais il n'est pas forcément facile à réaliser, c'est gagner ce fameux temps médical. Comment on fait pour aider les médecins traitants à prendre en charge plus de patients, plus d'assurés. Ce qui ne veut surtout pas dire comment on les fait travailler plus, parce que la réalité, c'est que aujourd'hui nos médecins libéraux travaillent déjà beaucoup, mais comment on crée les conditions pour créer auprès d'eux une vraie équipe, quelque part on assume de passer d'un médecin traitant à une équipe traitante, et que on fasse ce qui se fait dans beaucoup de pays, c'est-à-dire ces équipes de soins davantage intégrées dans lesquelles le médecin traitant a auprès de lui des personnels administratifs, des professionnels de santé qui lui font gagner du temps et en réalité qui améliorent l'accès aux soins parce que c'est une équipe traitante qui répond à un besoin de soins et pas seulement un médecin. Donc c'est tout l'enjeu d'abord des assistants médicaux. Là aussi le ministre l'a évoqué, objectif 10 000 assistants médicaux à l'horizon 2025. On en est à peu près à 3 500. Et on va, dans la négociation conventionnelle, clairement assouplir, ouvrir le jeu davantage pour aider les médecins traitants, leur donner le déclic assistant médical. Thomas, est-ce qu'on en connaît le profil? Enfin, vous devez en suivre le profil entre ceux qui viennent plutôt de la profession infirmière et ceux qui ont d'autres types de, pour le moment, c'est de plutôt, compétences ou de qualifications? Plutôt profil administratif qu'infirmier, même si on a un peu d'infirmiers. Plutôt des médecins généralistes que des médecins spécialistes, même si certaines spécialités commencent à en recruter, notamment ophtalmo, pédiatre. Évidemment, plutôt en zone sous-dense qu'en zone entre guillemets normale, mais c'était le cadre qui était fixé. Donc on commence à avoir une cartographie assez bien établie, après sur un échantillon un peu trop limité à notre goût. Et on publiera d'ailleurs dans les prochaines semaines une étude un peu qualitative et quantitative sur 3 années d'assistants médicaux, un scoop pour le N3S, et pour pouvoir restituer un peu ces données qu'on a un peu commencé à partager avec les syndicats médicaux. Deuxième levier, c'est tout ce qui touche, enfin toujours autour de cet objectif de gain de temps médical, c'est comment on rapproche infirmiers et médecins, et notamment infirmiers et médecins traitants, selon des modèles qui pour nous peuvent être très différents. Est-ce que c'est une infirmière libérale ou une infirmière salariée? Est-ce que c'est une infirmière, je dirais, de formation standard? Est-ce que c'est une infirmière en pratique avancée? Est-ce que c'est les fameuses infirmières ASALées, c'est-à-dire qui ont bénéficié d'une formation ad hoc sur la prise en charge des maladies chroniques? Il nous semble, nous, qu'il faut
démultiplier entre guillemets les possibles pour mieux accompagner les médecins et là aussi provoquer le déclic pour encourager à la fois infirmiers et médecins à rentrer dans cette logique d'équipe traitante. Là aussi, il y a déjà des choses qui existent. Ça existe de fait aussi beaucoup dans les maisons de santé pluridisciplinaires, mais on veut essayer de déverrouiller ça pour être davantage offensif, en lien d'ailleurs avec les travaux du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Toujours dans cet objectif de gain de temps médical, vous l'avez d'ailleurs évoqué, évidemment tout ce qui est partage de compétences, partage d'actes, délégation de compétences, quel que soit le terme utilisé, c'est évidemment une des réponses. Vous le savez, en tout cas en France, les ordres des différentes professions sont en train de concerter sur quelque part un cadrage de ces transferts de compétences qui soit un peu plus dynamique. Nous avons de notre côté, parce que vous l'évoquiez également, signé avec les pharmaciens au début de l'année 2022 un accord conventionnel qui prévoit un rôle plus important des pharmaciens sur la vaccination, mais aussi une reconnaissance du rôle d'un pharmacien correspondant sur le renouvellement des traitements, un rôle plus important sur notamment la prise en charge de pathologies comme l'infection urinaire, le dépistage des cancers colorectals. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels on a besoin de recentrer le médecin sur sa plus-value médicale et d'autres professions de santé peuvent prendre en charge davantage d'actes. C'est aussi le sens, pardon de faire beaucoup d'autopromotion, de l'accord que nous avons signé, vous l'évoquiez, avec les infirmières en pratique avancée. Cet été, nous avons signé un nouvel accord conventionnel avec les infirmiers pour améliorer le cadre économique d'intervention des IPA. Mais là où je vous rejoins bien volontiers, c'est que quelle que soit la solidité de ce cadre, l'enjeu, il est sûrement avant tout d'augmenter le nombre d'IPA formés. On forme aujourd'hui 700 à 800 IPA en France par an, contre 30 000 infirmières libérales. Donc c'est évidemment important, intéressant d'améliorer le modèle économique, mais le défi, c'est surtout de voir les conditions dans lesquelles on augmente notre capacité à former des IPA, on rend cette profession attractive, on essaye de travailler avec les universités pour qu'elles augmentent leur quota de formation. C'est ça, sans doute, le vrai enjeu. J'évoquais le temps médical, c'est le premier levier. Deuxième levier, et ça rejoint encore une fois ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est d'utiliser de façon régulée les potentialités de la téléconsultation pour répondre à ces sujets de déserts médicaux. Autant nous pensons que ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga, ni la seule réponse qu'on offre aux territoires qui sont en tension sur l'accès aux médecins généralistes ou aux médecins spécialistes, autant organiser cette téléconsultation au bénéfice de patients dans ces zones-là doit faire partie de la panoplie. Avec de notre côté notamment deux projets ou deux priorités. La première, c'est que on pense qu'il y a une façon de faire la téléconsultation qui est intéressante, c'est la téléconsultation assistée. C'est-à-dire une infirmière notamment qui va au domicile des patients et qui fait une téléconsultation en présence du patient bien sûr, mais en lien avec le médecin traitant. C'est du gain de temps médecin traitant parce que qui n'a pas le temps de se déplacer à domicile. Les infirmiers sont quand même une profession, vous l'avez montré, beaucoup plus nombreuse et même si inégalement répartie, mais assez bien présente, y compris dans les déserts médicaux. Et donc, construire davantage une visite à domicile axée sur la téléconsultation assistée, ça existe déjà, c'est possible. Il faut peut-être ajuster les tarifs, mais mieux la faire connaître, mieux l'organiser avec les acteurs, ça nous semble être une première réponse appropriée. Et puis, deuxième élément sur la téléconsultation, c'est quelque part bien sûr poser des questions sur à la fois le statut des offreurs de téléconsultation, la place d'une téléconsultation, on va dire nationale, parce que très spécialisée sur une offre qui ne peut pas être sur les territoires, avec au contraire une téléconsultation où les professionnels d'un territoire, d'un département ou d'une région dans lequel on a des zones sous-denses, mais on a aussi des zones plus denses, s'organisent entre eux pour faire de la téléconsultation cette forme de solidarité territoriale. On pense que les CPTS peuvent davantage être mobilisés sur ce sujet-là. Il faut sortir d'une phase où la téléconsultation, c'était rien.
alors je le dis souvent, mais je le redis parce que je pense que c'est assez éclairant, c'était utile pendant le Covid, mais là, c'est un peu le Far West dans notre pays. Donc comment on met, le Canada c'est bien, mais comment on met des règles à cette utilisation, parce qu'encore une fois, ça doit répondre à un parcours de soins, ça doit répondre à un besoin de soins, et ça peut répondre dans des conditions organisées à la problématique des déserts médicaux. Et en revanche, une méfiance par rapport aux acteurs 100% téléconsultation. Pas une méfiance, pardon. Non, mais je le dis. Pas de pure player. Quand même. Non, pas une méfiance. La nécessité, parce qu'on a besoin de ces acteurs-là. Et franchement, je le dis de façon, comme toujours, sincère. C'est des acteurs innovants. Ils constituent une offre, mais il faut fixer des règles du jeu. Ils ont construit leur offre sur des centres de santé qui n'étaient pas faits pour ça. Et d'où la proposition qu'on a fait dans Charges et Produits, repris par le gouvernement dans la loi de financement pour 2023, qui est un cahier des charges de ces offreurs-là, des exigences de qualité, de transparence, aussi de partage d'informations, de messages de santé publique sur les plateformes, de vérifier la qualité des professionnels qui y travaillent. Tout ça, ça doit. Et ils sont d'ailleurs plutôt favorables à ça parce qu'ils voient bien qu'il faut rentrer dans un monde un peu plus régulé. Troisième et dernier levier, même si j'aurais dû commencer par ça, et vous l'avez dit également, on sait que cette lutte contre les déserts médicaux, elle est vraiment multifactorielle, donc je n'aurais pas épuisé tous les leviers. C'est tout de même d'essayer de faire que les outils purement démographiques soient plus efficaces. Avec de notre côté deux priorités. La première, elle est opérationnelle, c'est de simplifier nos dispositifs d'aide démographique et d'aller vers une logique entre guillemets contrat unique, guichet unique. Il y a beaucoup d'aides aujourd'hui, des aides de l'assurance maladie, des ARS, des collectivités territoriales. Il y a différents guichets et certains peut-être en profitent, mais il est certain que beaucoup d'autres ont du mal à se repérer. Donc ça a l'air évident, mais c'est pas si facile que ça à construire. Et là aussi, la loi de financement rejoint cette proposition de l'assurance maladie. On sait que c'est pas forcément le seul déterminant, et même certainement pas le seul déterminant, mais ça peut quand même, là aussi, aider au déclic dès lors qu'on a, encore une fois, un paysage davantage structuré. Et le deuxième axe, là, il concerne davantage la médecine spécialisée. Parce que, mais ça c'est un point sur lequel je pense qu'il est utile d'insister. Évidemment, on pense beaucoup médecins traitants, accès médecins traitants, mais la réalité dans les déserts médicaux, c'est aussi beaucoup des délais d'accès à la médecine spécialisée qui sont évidemment longs. Et nous pensons notamment que nous pourrions construire avec les professionnels des dispositifs permettant de façon efficace aux spécialistes qui généralement exercent dans des villes ou dans des métropoles, de dédier une partie de leur activité à des consultations avancées, projetées, comme on dit parfois, dans des zones sous-denses. Est-ce que 2 demi-journées par mois, un dermato, un endocrino peut aller mettre en place une consultation avancée dans un territoire à 50-80 km. Ça nécessite sans doute de l'accompagner financièrement, ça nécessite de l'organiser. C'est aussi le sens de la structuration de la médecine spécialisée qu'on veut davantage réaliser avec nos partenaires, avec les équipes de soins spécialisées. Et si on veut soutenir les équipes de soins spécialisées, on a envie de dire on va les soutenir, mais en contrepartie, à vous d'organiser, d'être responsable sur votre territoire pour que l'équipe de spécialisée de cardiologues, eh bien, elle fasse que dans le département, elle maille le territoire de consultation avancée. C'est sûrement ambitieux, mais ça n'est sûrement pas non plus hors de portée. Donc voilà un certain nombre de leviers. J'espère que j'ai pas été trop long. Ça n'épuise encore une fois pas le sujet. Le ministre l'évoque fréquemment. La logique, c'est avant tout une logique de boîte à outils, de mettre à disposition des acteurs un cadre d'intervention, des incitations, une vie quotidienne aussi facilitée. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus, mais quand on interviewe des médecins qui ont pris le pas de prendre un assistant médical, ils disent vraiment, et je ne trahis pas leurs propos, que ça a changé leur vie et qu'ils travaillent mieux, ils ne travaillent pas plus, ils travaillent mieux, dans les meilleures conditions, ils ont plus de temps pour les patients qui en ont plus besoin. Et je crois qu'on peut vraiment, là-dessus, engager, accélérer des évolutions pour répondre aux défis des assistants médicaux.
Merci beaucoup Thomas et merci aux deux intervenants d'avoir été à la fois précis et concis dans leurs interventions, ce qui laisse la place aux questions et ce qui vous permet aussi de visualiser ce nuage de mots. Vous avez employé beaucoup de mots différents là, on en a peut-être une quarantaine de différents, mais ce qu'on voit ressortir effectivement, voilà, difficile, compliqué. Hein. Les gens qualifient la situation dans le territoire où ils exercent leur responsabilité, voilà, de cadre dans la protection sociale, dans le système de santé problématique. Il y a Tosca, alors là, je ne sais pas à quoi se réfère, ou un amateur d'opéra. J'ai demandé parce que j'adore l'opéra, mais Tosca, je n'arrive pas. Ah, ça, je ne sais pas. Alors peut-être la personne qui a donné ce mot peut nous en donner la clé dans le chat. Inégal, catastrophique, compliqué. Donc on voit quand même que c'est des mots qui sont voilà, un petit peu forts, avec voilà, un sentiment de situation assez difficile. Alors si je regarde un petit peu les grandes questions, peut-être commencer par les plus larges, d'une certaine façon, qu'ont suscité vos deux interventions, qui se répondaient effectivement bien. Première question sur le positionnement de la France par rapport aux trois leviers ou aux trois types effectivement d'actions qu'on peut déployer. Le sentiment qu'on est un peu en retard d'une certaine façon par rapport à la mise en œuvre de ces trois leviers, même si Thomas a montré qu'il y avait des éléments qui se développaient de façon très dynamique. Alors est-ce que ça tient à des questions culturelles, à des questions effectivement peut-être aussi institutionnelles ou de jeu de pouvoir, ou peut-être que le pouvoir médical est plus fort dans notre pays que d'autres, ou peut-être une situation qui était moins aiguë qu'ailleurs et qui fait que d'une certaine façon, ces leviers n'ont pas été mobilisés aussitôt que dans d'autres pays. Donc peut-être avoir votre sentiment par rapport à ce constat. Peut-être je vais commencer, mais tu l'as évoqué, je pense que c'est un mélange. Je pense que le culturel joue beaucoup, mais dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois du côté des assurés et de notre mode de recours aux soins et notre vision du système de soins qui est, voilà, je pense, pour beaucoup de patients en France, et c'est compréhensible, d'abord un lien avec un médecin. Lorsqu'on teste un peu l'idée de cette équipe traitante, etc., il y a plutôt une adhésion sur le thème. Les gens y voient une façon de répondre à leurs besoins et à leurs inquiétudes sur l'accès aux soins, mais de là à ce qui passe le cas pour dire plus fréquemment, ils ne verront pas le médecin, ou très peu, ils verront plus une infirmière éventuellement en pratique avancée ou une infirmière classique, etc. La culture compte. Donc je pense qu'il y a ça, également sans doute un peu du côté des professionnels de santé. Je reste optimiste sur le fait que à la fois les transformations de long cours et puis quand même le sentiment d'urgence qui anime beaucoup d'acteurs, y compris de professionnels de santé, je pense, incite à accélérer les mouvements, les transferts de compétences. Vous l'évoquiez également, la crise a beaucoup accéléré. On a tous participé à une aventure en France que les pharmaciens puissent vacciner contre la grippe. Ça a mis plusieurs années. Voilà, le fait qu'on ait dit maintenant pour le Covid, il va falloir que les pharmaciens vaccinent, et puis juste derrière nous, on a embrayé pour dire il faut aussi qu'ils fassent des rappels de vaccination pour les adultes parce que c'est très simple. C'est parti. Donc je pense que le sentiment d'urgence, il va aider, entre guillemets, malheureusement, mais en tout cas, voilà, à faire bouger les lignes et peut-être aussi à faire bouger les habitudes culturelles des patients aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Même à la base d'habitudes culturelles, on était habitué à un certain système. Si on n'a pas une crise énorme, un choc énorme, on continue à faire les choses qu'on est habitué à faire. Et ça, on le retrouve un peu dans tous les pays. Juste pour donner en perspective, parce que c'est vrai qu'on discute énormément des problèmes des déserts médicaux, aussi de l'accès aux soins en France. Quand on regarde tous les indicateurs qu'on a sur l'accès aux soins en France, quand même, la France se situe parmi les meilleurs dans les pays de l'OCDE. Donc, juste pour mettre un tout petit peu en perspective, parce que j'ai bien noté la question, effectivement, du nombre de médecins qui sont moins que la moyenne de l'OCDE et tout ça. Bien sûr, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Mais en même temps, quand on va regarder tous les données, les indicateurs qu'on a d'accès, la France, quand même, a un excellent accès aux soins. Donc ça, je crois qu'il faut les mettre quand même en perspective, parce qu'il y a des autres pays qui sont dans une situation bien plus critique. Et ça, c'est par exemple mesuré en nombre de consultations par habitant?
temps ou plutôt par des critères de distance Des critères qui sont à la fois des accès, donc aussi en termes de reste à charge, donc accès, que ce soit financier, que ce soit un nombre effectivement des consultations. Bon, tout, on a un chapitre entier sur la publication que j'ai mentionné, Panorama de la santé. Et la France, effectivement, se situe plutôt bien toujours. Donc, je crois que bien sûr, après, ce n'est pas pour nier les problèmes qui sont réels de certaines, surtout, populations, de certaines parties de la population, des plus fragiles. Il faut continuer, effectivement, à aller plus loin. Mais je crois qu'il faut non plus dire que c'est la catastrophe. Voilà, c'est ça que je veux dire. De l'autre côté, selon moi, il y a un problème, je l'avais dit, les systèmes de santé ont été très, très, très rigides. Ils ont été créés il y a des décennies avec l'idée plutôt de traiter le malade plutôt que de prévenir un problème de santé. Et on a créé des structures plutôt rigides, même au niveau institutionnel, pour des questions de qualité des soins, mais qui c'est assez difficile de faire bouger. Et ça vient de la mentalité à la fois des professionnels, aussi des patients, mais aussi des questions effectivement institutionnelles. Nous, on avait fait, et je suis d'accord sur la question de la télémédecine, il ne faut pas que ça devienne une jungle. Mais, comme je disais avant le Covid, que les 4% des services étaient fournis sous forme de télémédecine. On a demandé à tous les pays de l'OCDE les raisons pour comprendre qu'est-ce que c'était derrière ça. Et la raison la plus importante, c'était lié à des questions institutionnelles, donc manque de remboursement, manque de clarté sur comment les parcours de soins pouvaient marcher, tout ça, plutôt que manque de volonté de la part à la fois des médecins ou aussi des patients. Et donc, c'est ça que je dis, qu'effectivement, chercher d'échanger un tout petit peu un système qui fonctionne bien, donc ça fonctionne grosso modo plutôt bien, on n'a pas trop l'envie de les changer trop. Voilà, c'est ça qui est une difficulté assez énorme. Comment on peut aller vers des systèmes qui sont beaucoup plus sous l'idée des maisons de santé, de mettre ensemble plusieurs professionnels en équipe. Effectivement, ça, c'est un peu ce qui s'interroge pour tous les pays et c'est un peu le futur quand on tient en compte une démographie médicale, une démographie des patients et des besoins des patients qui sont de plus en plus complexes avec des maladies chroniques multiples et qui ont nécessité effectivement un peu plus de ce travail d'équipe pour les la médecine de parcours, ce qu'on appelle la médecine de parcours. Merci beaucoup. Une question qui peut s'adresser encore une fois à vous deux. Est-ce qu'il y a des différences de positionnement des pays en fonction des modèles plutôt médecine libérale ou plutôt médecine salariée? On peut se dire que quand on est dans un modèle de médecine salariée, on ouvre un poste là où on en a besoin. Le régulateur ne va pas créer des postes là où il n'en a pas besoin et derrière, il va chercher à les pourvoir avec des incitations ou en n'ouvrant pas des postes dans les zones où il n'y a pas besoin de médecins. Donc, est-ce qu'on s'en sort mieux quand on est dans un système de médecine salariée? Et une question peut-être à Thomas, est-ce que le modèle libéral d'exercice de la médecine, je parle vraiment pour les médecins, pas pour les autres professionnels de santé, a toujours le vent en poupe parce qu'on s'aperçoit qu'on peut avoir des aspirations plutôt pour le salariat, plutôt pour des horaires de travail maîtrisés et ne pas être isolé. Quand on est salarié, généralement, on est dans une équipe constituée, dans un environnement relationnel avec, cas échéant, un plateau technique, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a des différences et Thomas, est-ce que Non, on ne peut pas dire qu'un modèle en absolu le meilleur. Même déjà, souvent, quand on parle des soins primaires, on retrouve des modèles des travailleurs indépendants dans beaucoup de pays de l'OCDE. Mais à la fin, ce n'est pas le modèle qu'on choisit parce qu'on peut aller sur un salarié, il peut avoir énormément aussi de difficultés dans un modèle basé sur les salariés. Aussi, il faut inciter les personnes à être dans certaines zones. On ne peut pas forcément forcer une personne à s'installer, même si c'est une personne, un salarié. Donc, mais on ne constate pas qu'il y a un modèle qu'on dit en absolu c'est le mieux et c'est ça qui va résoudre les problèmes. C'est pour ça qu'en général, même penser en réforme, que ce soit un Big Bang total, ça ne marche pas. Il faut vraiment travailler sur la base du système qu'on a et il y a des raisons historiques pour lesquelles on a des systèmes différents et voir
qu'est-ce qui peuvent être les incitations, les innovations qu'on peut mettre en place. Mais je dirais pas autant de dire qu'un modèle basé sur un salariat, ça soit meilleur qu'un modèle basé sur un travailleur indépendant. Merci. Peut-être pour aller dans le même sens. Comme tu l'as dit, on pourrait se dire finalement, mais là où je maîtrise mon affectation de poste, je vais pouvoir créer les conditions d'une répartition optimale. Si on regarde, y compris des sujets de pénurie de médecins à l'hôpital dans certains territoires, et du coup le recours à l'intérim qui fait que pour pouvoir faire venir un médecin au CH de Cherbourg que je connais bien, il faut aller payer des tarifs exorbitants de 1 000, 3 000 euros la nuit. Voilà, je crains, mais tu l'as bien perçu, que ça puisse pas être... Enfin, que la réponse ne résiste pas complètement à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Deuxième point, je pense qu'il faut être attentif aux signaux que nous adressent les professionnels et notamment les jeunes sur qu'est-ce qu'ils attendent, et que il y a des gens qui ont envie d'exercer en libéral, il y a des gens moins. Donc comment on leur propose différentes formules qui font qu'ils ont envie de travailler, de se lancer dans l'activité libérale, d'autres en centre de santé, d'autres à l'hôpital, et donc essayer de leur proposer un panel pour avant tout les faire entre guillemets entrer dans cette profession médicale ou d'autres professions de santé, en se disant quand même, mais c'est un sujet sensible, donc j'y vais de manière prudente, que il faut bien être attentif quand même justement à cette maximisation du temps médical. Il peut y avoir des expériences intéressantes dans des territoires de mise en place, par exemple, de centres de santé à l'initiative des collectivités territoriales avec des médecins salariés. Il faut être sûr que ce modèle garantit une utilisation du temps médical maximal. Or, la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même si on a regardé ça sur 10 ans, le nombre de jours travaillés, y compris des médecins libéraux, a baissé, ce qui n'est pas une surprise. Il reste plus élevé que les salariés, et le temps de travail global à la semaine, il est aussi plus élevé. Donc, le jour où on déciderait massivement, mais je caricature volontiers, de salarier tous les médecins libéraux, je pense qu'on aura un léger problème, périphrase volontaire, de destruction de temps médical. Donc c'est sensible, et ça n'est pas pour dire que ceux qui sont libéraux travaillent plus que les salariés, c'est pas ça. Mais en tout cas, à la fin des fins, si un des facteurs clés, c'est est-ce que j'ai suffisamment de temps médical disponible, il faut faire attention à créer les incitations pour qu'on n'en détruise pas. Ce qui est d'ailleurs un élément, je le dis aussi, de vigilance sur la télémédecine, parce que si des offreurs de télémédecine proposent des niveaux de rémunération très élevés à des professionnels de santé pour des temps de travail limités, c'est comme l'intérim. On détruit du temps médical disponible, ce qui est un problème. Donc voilà, il n'y a pas de réponse, je pense, complètement univoque sur ce sujet. Merci. Une question sur le sujet et les relations entre médecins et infirmières. On a l'impression que d'une certaine façon, voilà, une forme de concurrence entre les deux professions fait qu'il n'y a pas les conditions pour qu'il y ait un travail ou effectivement un partage d'une certaine façon des tâches qui soient plus harmonieux. On voit que on a plus effectivement confié de tâches nouvelles aux pharmaciens qu'aux infirmiers dans les pays de l'OCDE. C'est, je pense, aussi le cas en France. Pourquoi ça achoppe entre deux professions qui sont les plus anciennes, d'une certaine façon, du système de santé et des professionnels de santé, la profession infirmière depuis le 19e siècle. Voilà. Est-ce que les pharmaciens, comme ils sont aussi docteurs en pharmacie, en tout cas dans notre pays, c'est plus facile, ou les sages-femmes sont aussi une profession médicale à exercice limité. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Juste un petit témoignage, mais c'est vous les grands témoins. Mais dans la santé au travail, la délégation sur les infirmiers des visites simples pour les salariés qui ne sont pas à risque particulier se fait plutôt bien. Et dans les services de santé au travail, il y a effectivement des attestations
de visite ou d'entretien infirmier. On n'appelle pas ça consultation, c'est le médecin du travail qui consulte, et ça se passe bien dans la majorité des cas. Mais des fois, il y a des salariés qui sortent après avoir vu l'infirmier en santé au travail et qui dit « Quand est-ce que je vois le médecin maintenant ?» Et on lui dit « Non, pour vous, l'entretien infirmier a permis de faire le point sur voilà, vos risques professionnels, votre santé au travail. » Donc pourquoi il y a quelque chose quand même. Je ne sais pas, enfin, je crains de ne pas avoir de réponse complètement définitive là non plus. Je pense qu'il faut quand même bien faire la part des choses entre la réalité de ce qui se passe sur le terrain et la réalité de positionnement institutionnel. En tout cas, ce que nous on voit, c'est que par exemple sur l'expérimentation Asalée, qui n'est même plus une expérimentation, qui commence maintenant à avoir de l'envergure, on va continuer à soutenir davantage d'infirmières Asalée, et il y a une liste d'attente des médecins qui ne rêvent que de ça, de pouvoir embaucher une infirmière Asalée, et des infirmières qui seraient très contents de rentrer dans le programme Asalée. Donc franchement, je pense que si on lève un certain nombre de verrous financiers, d'organisation, de locaux aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est très important, ça a l'air de rien, mais ça bloque beaucoup de choses. Je peux pas asseoir un assistant médical, je suis dans mon cabinet